bienvenue. Merci de nous rejoindre dans l'émission Les Brétiliennes, qui vont être très sérieuses aujourd'hui, on va parler d'économie, c'est vous dire. Pierre Dantès est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. À vos côtés, une lauréate que vous connaissez bien, des trophées des femmes de l'économie. Enfin, pas de cette année, mais il n'y a pas longtemps, Florence Lahaye. L'année dernière, puisque c'était la deuxième édition, donc la première édition. Voilà. Bon, donc on va en parler ensemble. Et puis, Véronique Trub, bonjour. Bonjour, Christine. Véronique Trub qui, lorsqu'on a préparé cette émission, m'a dit d'ailleurs fort justement, mais moi ça m'intéresserait beaucoup de parler de la manière dont on prépare les femmes lorsqu'elles doivent affronter une difficulté, s'exprimer. Vous avez accompagné les femmes en campagne électorale il n'y a pas longtemps. En politique, oui. Ça fait plusieurs mandats que je les accompagne et que je les vois progresser et que je les vois maintenant aller vers les fonctions suprêmes, c'est-à-dire la fonction de maire. Donc, il y aura pas mal de choses à dire et Pierre Dantès va beaucoup, à mon avis, prendre de petites notes par la même occasion parce que le monde des femmes le passionne depuis toujours, aux grandes dames de son épouse. Non, pas du tout, aux grandes dames de mon épouse, elle est tout à fait ravie. Vous taquine un petit peu, Pierre. Il est susceptible. Hein. Non, pas du tout. Vous avez des filles, non? Oui, j'ai une fille et dans la famille, il y a une gente féminine en grande représentation, ce qui m'a poussé également à encenser cette image des femmes au pouvoir, parce que dans la famille, il y en a quelques-unes qui sont à des postes à responsabilité. Et par rapport à tout le cheminement du business que j'ai pu faire à travers ces différentes années, elles m'ont dit, mais c'est gentil ton business, mais tu n'as jamais rien fait pour nous. Donc voilà. Et donc on a été un peu poussés. D'où le fait que ce soit un homme, et accompagné de Thierry Sylvestre, le directeur général du groupe Ilecom, on est deux hommes qui s'occupent de mettre en lumière des parcours de femmes. Voilà. Et c'est pour ça que les meilleurs alliés des femmes sont les hommes de plus de 50 ans qui ont des filles. C'est ce que disait Maria Vadillo quand elle était chargée des femmes à la ville de Rennes. Et je pense que c'est très juste. Et vous en êtes l'exemple. Magnifique. Alors Florence Lahaye, qui est à côté de vous, est une de ces lauréates passées. Avec l'agence Dumas et Associés, elle vient régulièrement dans l'émission Les Brétiliennes. Alors on parle beaucoup de tendances de communication lorsqu'elle vient nous voir. Et là, elle a décidé de nous parler de mariage. Alors du coup, moi j'ai sorti une petite robe blanche. Ça va la petite robe blanche? Ah bah c'est parfait. Bon. En plus, c'est l'exemple de ce dont je voulais parler. Alors c'est aussi un petit peu les codes couleurs des trophées des femmes de l'économie, du rouge et du blanc. Du rouge et du blanc, oui. Ce sont les couleurs de TVR. Nous étions faits Comme pour quoi. Nous rencontrer. Comme quoi. Pour nous marier, j'allais dire. Oui, j'ai mis la cravate d'ailleurs. Oui. Alors là, il faudra la trouver rouge, la cravate, la prochaine fois. Hein. J'en ai une dans la voiture. Non, j'assure. Non, on vous a avec nous, on vous garde, vous ne bougez pas, Pierre. Alors, vous venez de nous expliquer que ce sont les femmes qui vous ont rappelé à l'ordre. Et avant qu'on parle de ce projet des trophées des femmes de l'économie, la première question, ça va faire un peu divan. Quelle est donc la femme qui vous a donné la toute première, l'envie de parler de ces femmes? C'est maman. Non, pas du tout, pas du tout. Pour ma part personnelle, ça corrobore un petit peu les parcours de femmes en politique, puisque j'ai eu la chance d'accompagner en tant qu'assistant parlementaire au Sénat une sénatrice maire, qui est devenue ministre déléguée et ministre de l'écologie d'un des derniers gouvernements de M. Jacques Chirac. Donc une femme... Le nom, on peut la citer. Hein. On peut la citer, elle s'appelle toujours Nelly Olin, et ça a été une femme qui est partie sur un parcours dans une entreprise où elle était à la direction de cette entreprise, et elle s'est lancée en politique, et elle a eu un parcours assez exceptionnel et rapide, en banlieue difficile, de surcroît, et elle m'a vraiment montré le sillon que pouvaient tracer certaines femmes quand les femmes osent et qu'elles sont capables d'apporter certaines différences. En banlieue difficile, c'est très très compliqué en plus. Et ça a été une femme très exemplaire à ce titre, qui a arrêté la politique aujourd'hui parce que quand elle est partie, elle a vraiment tourné la page. Mais ça a été vraiment... Voilà, quelqu'un qui m'a montré la voie aussi pour dire il y a des beaux parcours, il y a des belles choses. Et ensuite, sur le terrain des régions sur lesquelles je navigue en France, je m'aperçois qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a des centaines. Et aujourd'hui des milliers. Des milliers aujourd'hui. Et qui sont révélés justement grâce à ces fameux trophées. Trophées femmes de l'économie. Ouais, alors qui fait une sorte de tour de France. Alors il va falloir faire un Trobraise. Hein. Vous êtes en terre bretonne, cher ami. Oui. Désolé pour vous. J'espère que la Bretagne est un peu chère à votre cœur. Hein, très chère à mon cœur. J'y suis passé dans mon parcours professionnel. J'y suis passé il y a de nombreuses années, dans les années 78-80. Donc voilà, sur tout autre métier, du côté du colombier, le métier de la restauration, la discothèque. D'accord, on va finir par tout savoir.
D'accord, d'accord. Le PIMS de Nantes aussi, ensuite. Ah oui, donc voilà. l'Ouest, d'accord, Voilà, ça vous parle un petit peu. Oui, l'Ouest me parle très bien. Et puis, par de curiosité et par différentes fonctions successives, j'ai pu voir le développement économique réellement de cette Bretagne qui a bien changé et qui dont aujourd'hui... l'emblème, rappelons-le, reste une femme tout de même. Tout à fait, Anne de Bretagne. 500e anniversaire cette année de sa disparition. Et oui, peut-être qu'un jour, nous réussirons à concilier la Bretagne et les Pays de la Loire pour faire une manifestation et des trophées au château des Ducs de Bretagne et mettre en avant Anne de Bretagne. Il faudrait encore que les Bretons et les Pays de la Loire... Il place son message. Vous avez remarqué ça, le gars. Et là, on aborde un autre sujet, c'est la Bretagne et 5 départements. Voilà. Alors, 2 régions fusionnées, là, ça, avec... Qui sera la capitale, tout ça. Ouais, Vous arrivez en... terrain miné, la Pierre D'Antès, terrain miné. Pas plus miné qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où vous avez l'Est PACA avec le milieu économique niçois, l'Ouest PACA avec le milieu Aix-en-Provence-Marseille. J'ai été obligé depuis 5 ans de faire 2 manifestations de trophées. Et pour cette 5e année, j'ai réussi à réunir les 2 milieux économiques sur une seule manifestation. Donc vous voyez que les défis ne sont pas Vous êtes un au nom des femmes. Au nom des femmes. Voilà, je pense que la politique doit aider à être un peu diplomate, à rassembler, à être un peu diplomate. Alors on parlera aussi de choses un peu légères dans cette émission, rassurez-vous, puisque bon, on est dans une période où tout le monde parle mariage, donc moi je suis venue en blanc et j'ai demandé à Florence de nous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main, et puis elle va nous poser des questions sur les façons d'aborder le mariage. Mais revenons à ces femmes de pouvoir, à ces femmes de décision. Vous avez dit tout à l'heure, Pierre, que vous avez été impressionné par les femmes que vous avez rencontrées, par les parcours, les qualités aussi des dossiers que les femmes vous remettent partout. Eh ben, je crois que Véronique Trüb en a rencontré certaines qui l'ont impressionnée dans son parcours, parce que dans la communication, dans le développement, vous êtes vraiment présente auprès de différentes... Oui, parce que je forme des élus politiques depuis maintenant 18 ans, c'est-à-dire je suis à mon 3e, même 4e mandat, donc j'ai vu beaucoup passer d'élus hommes et femmes. Et ce qui m'a frappé aux dernières municipales, c'est justement à quel point des femmes voulaient maintenant devenir adjointes, voulaient devenir maires. Et je salue d'ailleurs celles que j'ai pu accompagner, comme Martina Schulz à Dinard, comme Anne Gallo à Saint-Avé ou comme d'autres. Je pense que leur parcours est beaucoup plus complexe. Il faut savoir qu'actuellement en France, vous n'avez que 13% de femmes maires. Et combien de femmes d'entreprise ? Combien de femmes d'entreprise ? Alors, la proportion, enfin, chef d'entreprise. Les proportions, il y a celles qui sont annoncées par les sondages et les statistiques de l'État et du législateur. Puisque le législateur s'oblige aujourd'hui à créer des lois pour mettre des femmes en place. Ça, c'est pour vraiment se comparer dans ce fameux chiffre qui est de 30% de femmes à la gouvernance sur l'ensemble national. Ça, c'est un chiffre pour se comparer par rapport aux autres capitales européennes. Je pense qu'en région, il en est tout autre. Un exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un papier de la Provence l'autre jour que je vois passer était femmes à la gouvernance, 42,3%. Donc on est loin des 30% du législateur qui se targue pour les grandes entreprises parisiennes et autres. Je pense, et moi je le dis haut et fort, que les femmes en région n'attendent pas le législateur pour oser faire des choses. Elles ont quand même besoin des lois, parce que la loi sur la parité en 2001... Non, mais franchement... Attention, il va y avoir bagarre. Non, mais j'étais pas pour cette loi pour la parité, mais c'est vrai que la loi sur la parité en 2001, pour les communes de plus de 3500 habitants, ça a vraiment favorisé l'émergence des femmes. Et là, la nouvelle loi qui a fait que toute commune qui descend ce seuil aux communes de plus de 1000 habitants, pour qu'il y ait autant de femmes et d'hommes sur les listes, ça les a quand même fait évoluer. Bah, évidemment. Et on n'est plus tout à fait à 13%. On n'a pas encore... voilà. Mais c'est tout un parcours. Là, je reprenais l'excellent supplément de Ouest France sur les 20 premiers ministres de la Ve République. Une femme sur 20. Et encore, elle est restée 10 mois, Edith Cresson. Donc, on s'aperçoit que, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a eu Catherine Trautmann à Strasbourg, il y a eu Martine Aubry à Lille. Mais voilà, dans les petites communes, et je pense que ça commence à bouger. Je pense que le fait qu'elles commencent à devenir adjointes et qu'elles aient envie de le faire, je pense que la difficulté, c'est qu'elles aient envie d'avoir de l'ambition. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, oser. Et c'est ce à quoi je les pousse, c'est d'oser, c'est d'y aller. Mais les freins sont beaucoup plus importants parce que très souvent, elles veulent ménager quand même leurs enfants. Elles demandent à leur mari ce qu'il en pense. Alors si le mari dit oui et les enfants disent oui, c'est OK. Mais si c'est pas le cas... La vie à l'épouse quand il rentre en politique, non ? Franchement, Christine, elle ne se pose pas autant de questions. Il ne se pose pas autant de questions que se posent les femmes. Enfin, moi, ça m'a vraiment frappé dans les stages que j'ai eus. Vraiment, elle se pose vraiment plein de questions
que les hommes ne se posent pas. Je vais quand même demander à Pierre Dantès, parce que justement, c'est un homme qui est dans un milieu où on passe énormément de temps, on compte pas ses heures. Vous n'avez pas demandé l'avis à votre épouse quand vous avez eu envie de vous lancer dans cette carrière, dans ce parcours prenant? Plus que prenant? Non, puisque toutes mes pages de vie, non, parce qu'on s'accompagne mutuellement l'un l'autre dans tout ce que nous entreprenons. Et à tel point, c'est que le jour où j'ai souhaité quitter la politique, car il y a deux niveaux en politique. Il y a les personnes qui osent et qui vont de l'avant et qui s'affichent en tant que maire, en tant que député, en vitrine, les élus. Et puis il y a les gens qui travaillent dans l'ombre. Quand on m'a demandé de passer de l'autre côté de la barrière, moi j'ai pas voulu, parce que c'est pas mon éducation d'être à l'affiche tous les matins. Et donc je préfère être dans l'ombre sur tout un tas de sujets. Donc on s'est accompagnés mutuellement. Et puis j'ai emmené femmes et enfants sur un projet de restauration à Chamonix pendant 7-8 ans. Donc les enfants ont passé leur adolescence à Chamonix. Tout le monde a suivi, tout le monde a des souvenirs magnifiques. Aujourd'hui on est sur d'autres projets. Et puis voilà, on s'accompagne mutuellement. C'est bien ça, tout le monde a suivi. C'est un peu ce que disait Véronique Truble. Non, moi je pense que le pouvoir, ça reste encore très très masculin. C'est très très masculin, et d'ailleurs tous les attributs du pouvoir sont masculins et tous les termes sont masculins. Dans une campagne électorale, c'est une bataille, c'est une campagne, on pénètre l'électorat, on est sur des thématiques. Et ce que je me disais, exactement. Mais non, mais ce qui m'a vraiment frappé, si vous voulez, c'est que certaines femmes me disaient avoir peur de la bataille électorale, justement, de la campagne électorale et de la bataille, parce qu'il va falloir prendre des coups. Et que ça, c'est loin d'être facile, et qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie de ça, sont plutôt dans des recherches consensuelles, de fédérer, de travailler pour la cité, et de finalement... d'apaiser les choses, aussi, peut-être. On pas forcément de viser, tiens, par exemple, tel échelon pour aller à tel échelon derrière, quoi, vous voyez. Elles vont viser, par exemple, la mairie pour la mairie. Pour certaines. Et donc, voilà, je pense qu'elles ne sont pas du tout dans les mêmes données. Il y a des plafonds de verre encore très importants. Il y a des peurs, il y a des manques d'audace, il y a des manques de modèles aussi, tout simplement. Parce que, regardez, en politique, pour accéder à l'échelon suprême, à part Ségolène Royal, qui est arrivée au second tour des élections présidentielles, aucune femme n'est arrivée à ce niveau-là dans la Ve République. Donc là, on vient d'avoir des changements historiques. À Paris, à Rennes, à Nantes, je pense que certaines portes s'ouvrent, ça va donner une bouffée de fraîcheur aux femmes. Je pense que toutes celles qui sont devenues mères, voilà, elles ouvrent. Et souvent, c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne, donc avec l'ARIC, l'Association régionale d'information des collectivités locales. Je leur dis, vous ne travaillez pas que pour vous. Vous travaillez pour toutes les femmes qui viendront derrière, vous travaillez pour vos filles, vous travaillez pour vos nièces, vous travaillez pour vos filleules, vous travaillez pour toutes ces femmes pour qui vous servirez de modèle. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Et c'est pas évident, parce que c'est lourd sur les épaules à travailler pour autant de modèles. On se détend, Véronique. C'est un sujet qui la passionnait pas. Hein, c'est ce que je me suis dit en préparant l'émission. On va lui demander un truc qui ça se passe bien. Oui, mais écoutez, en tout cas, quand je vois 13% de femmes mères, je me dis, il faut que ça bouge, il faut que ça change dans les 50 prochaines années, quoi. Parce qu'il va falloir plusieurs générations, quand même, pour que ça bouge. Bon. Oui, parce que c'est une question d'environnement et de génération. Je pense que psychologiquement, il y a un blocage à ce niveau-là. Tu posais la question, moi je suis chef d'entreprise, j'étais déjà chef d'entreprise quand j'ai rencontré mon mari, donc je ne lui ai pas demandé son avis, forcément. Mais j'en avais la volonté, je le suis devenue. En revanche, c'est pas facile non plus pour un homme d'être le mari de. Ouais, c'est ça. Et ça n'est pas dans nos coutumes et dans les mentalités. C'est vrai. Est-ce que ça, vous l'avez souvent vu, Pierre Dantès, dans votre d'avoir un homme qui a un salaire inférieur à celui d'une femme. Ah oui. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui assument, et souvent les hommes ne restent pas parce qu'ils n'assument pas. Est-ce qu'elle vous en parle de ça, Pierre Dantès, oui, des trophées des femmes de l'économie? Oui, et il y a un message qui est commun à l'ensemble, c'est que toutes ces femmes qui ont tracé le sillon, qui ont réussi, qui ont pris le pouvoir, qui ont osé, sont des femmes qui ont été d'une part accompagnées et poussées par leur mari. C'est clair. C'est sûr. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Exactement. Derrière chaque grande femme, il y a un homme aussi. Exactement. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je traduis ça par des mots qui sont les miens, parce qu'il y a des mots que je ne veux pas utiliser. C'est le mot des législateurs qui sont nécessaires. C'est un débat qui doit avoir lieu. Nous, on fait un focus business et économie sur des parcours de femmes. Pourquoi? Pour arriver à terme sur un équilibre du genre humain. C'est l'équilibre, il est naturel. Au-delà du fait que ce soit la femme qui enfante, en dehors de ça, au niveau cérébral, les bonnes idées, le fait d'oser, le fait de diriger une petite, une moyenne, une grande entreprise, il n'y a pas de problème. Le fait de gérer une petite, une grande mairie, il n'y a pas de problème. On voit bien dans les équipes que des équipes mixtes, moi je vois en formation, ça fait 20 ans que je fais de la formation, mes meilleurs groupes sont mixtes.
c'est vraiment, plus c'est équilibré, mieux c'est complémentaire, comme ça marche. Comme dit Foresti, l'homme et la femme s'emboîtent très bien. Oui, c'est tout à fait ça. Enfin là, on part sur un terrain qui dérape. Bon alors, mais c'est important parce que ça se dérape, ça s'emboîte pas. Ce que vous disiez en fait, c'est la notion d'autorisation. C'est que les hommes puissent donner aux femmes l'autorisation. Oui, Christine, ça c'est vraiment important. Non mais je rigole, pardon, donner l'autorisation. C'est la période des mariages et quand Florence vient dans cette émission, elle nous parle des tendances, elle nous parle de sujets qui nous concernent tous. Et moi je suis venue avec une robe de mariée, c'est ça la grande tendance, c'est d'aller chercher la robe de mariée en prêt-à-porter? Ça fait partie des tendances parce qu'aujourd'hui on ouvre le spectre de ces recherches en prêt-à-porter. Donc la robe cocktail, la robe de soirée, c'est une très belle robe de mariée. Je pensais tout à l'heure en me disant, le prix moyen, je lisais, le prix moyen d'une robe de mariée c'est entre 600 et 2000 euros. C'est un budget énorme. Quand on est prêt à mettre 500 euros dans une robe, je pense qu'on peut trouver une belle robe de cocktail ou une belle robe de soirée avec des belles étoffes, des belles matières, une belle coupe. Mais est-ce qu'on remet sa robe de mariée? Alors c'est ça l'intérêt de la robe de soirée, c'est qu'on a peut-être un petit peu plus de chances de la remettre. Mais ce qui me fait souvent sourire, c'est qu'en fait cette robe, elle est tellement chargée d'affectifs et de souvenirs qu'elle est très très difficile à remettre. L'autre jour, j'ai une amie qui, on allait à un mariage toutes les deux, puis elle dit je vais en profiter, je vais remettre ma robe de mariée. Et alors elle a demandé à la mariée si elle pouvait le faire, et parce qu'elle avait une robe qui s'y prêtait tout à fait. Mais c'est vrai que c'est délicat, c'est rare de le voir. Votre épouse, elle l'a remise après sa robe de mariée, Pierre? Non, je ne pense pas. Non, c'est toujours rangé dans un endroit. Oui, il y a quelques papiers de soie. On a tout le vœu pieux de la transformer, cette fameuse robe. Et est-ce que les hommes, alors du coup, remettre leur costard? Non, parce que je pense qu'ils prennent un peu plus de vente que voilà, et c'est très difficile. Je le dis parce que c'est vrai. Je pense que, quels que soient les hommes, ils seraient bien malins d'essayer de rentrer dans leur costume de mariée 30 ans ou 40 ans après. Non, mais pas forcément 30 ans après, mais je veux dire même dans l'année qui suit ou dans les 2 ans qui suivent. Vous l'avez remis? Pour le travail, peut-être une fois, oui, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. La veste ou enfin en réception, oui. C'est plus facile quand même. Pour la robe de mariage, il y a aussi de plus en plus quand même la robe de remariage. Pas tout à fait la même. Non, c'est pas tout à fait la même. Comme les couples se marient de plus en plus âgés aujourd'hui, donc on porte pas exactement les mêmes tenues quand on a 20 ans ou quand on en a 40. Forcément, on adapte. Il y a aussi le mariage civil et le mariage religieux. On va pas avoir non plus exactement la même tenue. D'ailleurs, on en change parfois. Des fois, on peut pas. Si on s'est déjà marié une première fois religieusement. Voilà. Alors, la robe blanche est plus forcément complètement tendance. Alors, la saison 2014, c'est la robe bohème. Vous regardez bohème. Tous les grands mariages en ce moment, c'est c'est une robe d'un esprit un peu bohème avec de la dentelle, une très jolie guipure, une belle dentelle qui tombe sur les épaules. La grande variété en ce moment et l'originalité, c'est justement le travail sur l'encolure et les épaules. Le bustier est plus tellement tendance. On va habiller l'encolure, faire tomber une petite dentelle sur les bras. On va avoir des petites originalités comme ça. Puis le must du must, c'est de trouver l'accessoire, le petit détail extrême qui va faire l'originalité. C'est pour ça que tout à l'heure avec la robe, là, je disais, ce qui est sympa, c'est le bijou de robe par exemple. Et un petit bijou comme ça ne nécessite pas forcément, d'en porter en plus parce qu'on va avoir cet accessoire qui va marquer tout de suite le style et donner beaucoup d'allure. D'accord. Bon voilà les bons conseils de Florence. Préparer intelligemment le mariage. Alors, on parlait des trophées des femmes de l'économie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de l'avoir ce trophée? Parce que je me demandais... Je veux le témoignage. Oui, on veut un témoignage parce qu'il y a avant, après... Si la question c'est qu'est-ce que ça a changé, c'est que déjà ça m'a amené du business. Vraiment? Donc au cours de la soirée, j'ai rencontré deux futurs clients qui sont venus me voir et puis avec qui j'ai échangé et qui sont devenus des clients. Donc ça c'était déjà quelque chose de très bien. Ensuite, j'ai trouvé intéressant de se poser à un moment donné, de remplir le dossier. Ça permet de se poser un certain nombre de questions sur son entreprise, sur sa vision d'entreprise et de se remettre dans ce contexte-là, puisqu'il y a un dossier assez complet à remplir, qui est une belle trame de projet, comme on peut monter un projet de création d'entreprise. Et j'ai rencontré d'autres lauréates qui étaient créatrices, elles, d'entreprise, et qui disaient que vraiment ça leur avait beaucoup aidé. Et puis, faut pas s'en faire une monde, faut pas s'en faire une cathédrale, c'est pas très compliqué à monter.
regardez l'allure de l'évêque pour la cathédrale, regardez ça un peu. Et dans tous les cas, ce que ça apporte, ce trophée, je trouve que c'est ce qu'on disait au début, là, tout à l'heure, c'est de parler positivement de l'entreprise à travers un prisme qui est celui des femmes. Moi, je ne suis pas féministe pour un sou, mais je trouve que... C'est pas ça, là. Non, voilà. Est-ce qu'on a le droit encore de dire qu'on est féministe, Véronique? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que ça a encore un sens? Moi j'aime bien dire que je suis, je sais pas, féminine et féministe, on a le droit de l'être, non? Et vous, ça vous fait peur, Pierre, quand vous rencontrez une femme qui dit « moi je suis féministe » ? Non, ça ne me fait pas peur parce qu'il y en a beaucoup dans certaines régions et davantage en pourcentage dans certaines régions. Il y a des tendances plus féministes dans certaines régions que d'autres. Mais bon, tout ça, dans ces cas-là, quand on parle de féminisme, on peut parler de machisme. Et ma génération est assez bien placée pour parler du côté machiste. Or que moi, ça ne m'a jamais atteint le côté machiste, ni... J'ai des copains qui me disent, alors je veux bien faire une toute petite plaisanterie sur le sujet, parce que j'ai un copain qui dit c'est gentil de mettre les femmes en lumière, j'espère que tu gardes la main sur l'interrupteur. C'est pas très intelligent. Elle est nulle, cette blague, mais elle me fait rire. C'est pas très intelligent. Non, mais je vous assure que c'est pas très intelligent, mais en même temps, on peut en rire parce que c'est dans du léger. C'est pas, mais il y a des côtés machistes de ma génération qui sont beaucoup plus sévères et beaucoup plus sérieux sur le sujet, comme des féministes qui sont un peu trop sévères et un peu trop sérieuses sur le sujet. Il faut être en toute liberté, dans cet équilibre, une bonne fois pour toutes, de cet équilibre général. Comment on fait si on veut porter sa candidature? Parce que je vois une Véronique Truc que j'imaginerais pas mal, moi, dans cette affaire-là. Vous avez le site... Vous n'êtes pas une femme à concours, peut-être? Ouais, ça me fait peur, moi, votre... Vous voyez, c'est vrai, vous voyez. Alors qu'elle a une prise de parole extraordinaire. Et moi, je suis amoureuse de la voix de Véronique Truc depuis toujours. J'aimerais avoir cette diction magnifique et qui en aurait fait, à mon avis, une tragédie. J'adore. Et puis, en plus, c'est intelligent ce qu'elle raconte, c'est énervant. Alors donc, comment faire? Il faut oser déjà aller candidater. C'est très compliqué. J'évoquais tout à l'heure, juste avant l'émission, qu'un homme, vous lui mettez un galon de directeur général tous les matins, il fait bouillir devant la glace. Et une femme, elle s'est occupée des enfants, les accompagne à l'école, elle dirige son entreprise ou dirige un service, et le soir, elle récupère les enfants, elle s'en occupe, et le mec arrive avec son galon de directeur général, il rentre au vestiaire. Voilà. C'est ça. Et donc, la femme, faut qu'elle ose, elle est discrète par définition. On a eu énormément de mal à les faire candidater. C'est pour ça que nous nous appuyons en région sur un cercle qui est fait des associations féminines et professionnelles pour tisser et appeler à la candidature dans le propre tissu économique de toutes ces associations et de tous les membres de ces associations, ce qui nous ramène beaucoup. Le mode d'emploi, vous le retrouvez sur www.femme-economie.com où vous êtes accompagné. Vous avez d'une part une petite animation sur le site qui est assez agréable, c'est assez moderne, avec des sites qui bougent, une femme qui vous accueille. Et par ailleurs, quand vous appuyez quand vous appelez la candidature Bretagne, pour la Bretagne, vous avez un lien qui vous amène sur la marraine en Bretagne qui vous accueille aussi. Voilà, il y a une petite vidéo de la marraine. Donc vous êtes toujours accompagné et il y a les équipes à Paris, au niveau du groupe IDECOM, qui est le groupe de communication des grandes écoles, qui est à disposition pour accompagner les différents dossiers de candidature. Sur la Bretagne, à ce matin, nous étions à une 60aine de dossiers quand même, ouverts. Et c'est clos quand? C'est clos, alors j'ai pas la date de clôture, s'il y a encore, c'est fin juin. Fin juin la date de clôture, voilà. Fin juin la date de clôture, il y a encore un petit peu de temps, mais il ne faut pas me lire. Cette année, il y a aussi les métiers qui sont bien mis en avant sur les métiers de l'industrie. Ainsi que les nouvelles technologies, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent dans les nouvelles technologies. On est en relation... Dans l'industrie, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais nous avons quelques femmes qui ont tracé le sillon, qui nous apportent. Moi, on a eu l'expérience de rencontrer des jeunes femmes ingénieurs, docteurs en énergie nucléaire à 28 ans. Sur les trophées énergiens, c'est quand même assez sympathique. Il faut savoir que sur 17 centrales en France, vous avez depuis 2013 2 centrales qui sont dirigées par des femmes. Chose qui n'existait pas, donc ça progresse aussi. 17,2, c'est paraît pas beaucoup, Paris, mais pas entre zéro, c'est une progression quand même fort sympathique et ça va continuer, inévitablement ça va continuer parce qu'elles sont sur ces études à avoir de très très belles réalisations et là encore dans ces domaines-là à être bien souvent devant ces messieurs en tant que major de promo. Nous travaillons avec l'ensemble des grandes écoles pour appeler les anciennes élèves. Pour qu'elles osent. Pour savoir que sont-elles devenues et pour qu'elles osent. Donc que ce soit avec les écoles d'ingénieurs centrales, les écoles d'ingénieurs informatiques, les écoles RH, à tous les étages. Il y a 8 prix. Chacun peut y retrouver, à travers ses compétences et son parcours, le positionnement,
accompagné par les équipes pour remplir le dossier, n'hésitez pas, osez, c'est tout. Mais exactement. Allez les filles, avant de se quitter justement, il y a une personne que j'aime beaucoup qui fait partie des Brétiliennes qui s'appelle Céline Domino, qui est créatrice de robes de princesse et que j'aimerais bien encourager à se présenter. Elle crée un concours jusqu'à la fin de ce mois de mai. Dessine-moi une robe de princesse. Il faut aller sur le site Princesse Modèle, dessiner à un enfant, c'est les enfants, les petites filles qui dessinent leur robe préférée. Et quand elles gagnent, le premier prix sera la fameuse robe de princesse avec un shooting photo dans un château, vous imaginez. En attendant, on l'embrasse, non seulement Céline, et puis on pense bien faire un petit saut sur le site Princesse Modèle. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. C'est incroyable. Pardon, pour le concours de la princesse dans ces cas-là, c'est le prince que l'on sort. Oh, alors là... Vous ferez notre prince charmant. Vous l'avez été en tout cas, Pierre Nantes. Merci d'avoir été avec nous. Merci Florence. Merci. Merci. Ça va aller? Moi je peux me remarier, c'est bon. Et puis, Véronique, merci aussi. Merci. Et allez les filles, à bientôt.